Bonjour Eddie Cadour. Bonjour. Romancier, poète tunisien, grand prix du roman de l'Académie française. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Les prépondérants, c'est donc... Je dirais franco-tunisien, oui. parce que je suis plutôt couscous pomme frite. Vous êtes ma couscous pomme frite. Ma mère était pied noir d'Algérie et mon père tunisien. Alors, vous vous définissez comme ça, couscous pomme frite. Voilà, ce serait un peu amusant. Ouais, et grand prix du roman de l'Académie française pour ce livre Les Prépondérants, qui là, pour le coup, nous ramène aussi à cette Tunisie où vous êtes né, au Maroc où vous avez vécu ensuite, et finalement à cette histoire des années 20. Évidemment, vous ne l'avez pas connue, mais c'est quand même quelque chose qui marque notre temps encore maintenant. Oui, c'est un siècle court finalement, le début des années 20 et 2015 aujourd'hui. Pour un romancier, c'est intéressant parce que c'est le bon imparfait. Donc la fiction peut se donner un peu libre cours, on n'est pas tenu par des éléments trop précis d'actualité immédiate. Et en même temps, c'est un temps qui a encore ses liens avec le nôtre et ce qui a pu se passer à l'époque a encore des conséquences pour ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, parce que finalement, dans ce livre, donc, vous nous racontez une histoire, on est dans les années 20, vous ne dites pas le pays d'ailleurs, on est quelque part en Amérique. Oui, mais parce que au fond, j'ai deux expériences. Celle de la Tunisie où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, à 12 ans, on m'installe au lycée Henri IV en me disant « travaille ». Donc je travaille. Et puis en 71, je pars comme coopérant français enseigner la littérature française au Maroc. Et là, j'ai vécu 13 ans. Et donc, au fond, j'ai plus vécu au Maroc qu'en Tunisie. Et c'est vraiment au Maroc que là, j'ai en particulier appris l'arabe classique. Oui, donc en Afrique du Nord, un pays un peu imaginaire, une ville imaginaire. Et débarque dans les années 20 une équipe de cinéma américaine qui vient faire un film. Et là, c'est toute la société qui est complètement chamboulée. Disons que ce n'est pas toute la société. C'était la bonne société dans laquelle les Américains étaient appelés pour le tournage de leur film en même temps à évoluer. C'est dans la vie quotidienne, dans les mœurs. Par exemple, ils ont l'habitude de tutoyer et d'appeler les gens par leur prénom. Alors le général commandant la place, on l'appelle par son prénom, on le tutoie, ça va, il trouve ça, c'est drôle, n'est-ce pas? Mais il trouve ça beaucoup moins drôle quand il s'aperçoit que les Américains font la même chose avec l'épicier du coin. Donc être mis comme ça sur un pied d'égalité dans une société coloniale qui est très hiérarchisée, où les colons, en gros, et ceux qui leur sont liés, se tiennent pour le haut du panier, vont arriver des gens qui sont au-dessus du haut du panier parce qu'ils ont des moyens matériels plus importants, un rythme plus vif, des femmes plus libres, etc. Ça indispose et ça gêne beaucoup le milieu de la colonisation, d'autant que les Américains arrivent avec cette idée quand même qui est héritée de leur président Wilson sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, on trouve que c'est un peu subversif. C'est une sorte de vent de liberté comme ça qui jaillit à ce moment-là. Vous parlez d'une société très hiérarchisée. En fait, il y a d'un côté les prépondérants, ce que vous appelez les prépondérants, sont sûrs de leur domination, qui sont les colons. Et puis en face, il y a les indigènes, en fait. Voilà, oui, c'était chacun son rang, chacun sa place. C'était un peu une subversion de l'idée de protectorat, puisque le mandat de protectorat donné à la France par des traités internationaux, c'était de guider ces pays sur la voie du progrès et de l'indépendance. Et puis ça avait été subverti évidemment par le milieu colonial qui avait décidé que ça pouvait durer pour les siècles des siècles et que le projet d'origine avait été... Qui refuse finalement toute évolution. Oui, il refuse toute évolution. Il y a un projet en 1922 qui accorderait le projet Tétinger à l'Assemblée nationale, qui est signé par des gens de la droite, du centre et de la gauche. Donc il y a vraiment une majorité à l'époque à l'Assemblée nationale à Paris, et les prépondérants, qui est le lobby colonial le plus efficace et le mieux organisé, c'est une sorte de cercle de dirigeants. Ils vont faire échouer le projet. Et au total, on en reprend pour 30 ans, puisque ce qui n'a pas été fait au début des années 20, il faudra le faire dans la douleur à partir des années 50. Oui. Alors votre personnage, Raouf, il va y avoir aussi une histoire d'amour avec la comédienne du film. Donc il y a des rapports qui se nouent. Finalement, la société explose d'une certaine façon. Oui, il y a au fond des diagonales qui sont tracées par certains des personnages, parce que si vous voulez, l'histoire, c'est l'arrière-plan du roman. Le roman lui-même, c'est un roman d'aventure et un roman des passions. Oui. Voilà. Donc un roman des occasions manquées aussi. Oui, alors ça on retrouve par là l'histoire en même temps, parce que ça a effectivement le parfum des occasions manquées, des occasions ratées. Hein. Il y a quelque chose qui a été possible à cette époque-là et qui a été mis sous les ténoirs, en quelque sorte. Et alors, à l'époque, évidemment, la France, on est dans les années 20, donc là, il n'y a plus d'Allemands, c'est une sorte de décolonisation qui s'est produite en France. Et votre personnage découvre ça aussi. Alors, dans le voyage qu'ils font en France, effectivement, il y a ce passage par Paris, qui est un peu la grande université révolutionnaire à l'époque, puisqu'il va y croiser des gens qui sont là, qui n'étaient pas communistes quand ils sont arrivés. C'était des bourgeois radicaux venus d'Extrême-Orient.
Et puis, il y a un certain Chou En-lai, un certain Deng Xiaoping qui, eux, vont devenir communistes à Paris. C'est Paris qui est l'université du communisme de beaucoup d'élites de l'Empire. Oui, on sent que le monde va s'embraser à nouveau. Berlin, on en parle aussi dans le livre. Oui. Il y a tous, finalement, le monde est en train de se transformer. Et cette société coloniale aussi. Oui, elle va elle-même être prise là-dedans parce qu'il va y avoir d'illusions pour les prépondérants, de réussir à pérenniser leur situation, mais ils ne voient pas au début des années 20 que ce sont les premiers craquements. Oui, lorsque l'on dit que ce livre est un livre très actuel, et Dicadour, vous dites quoi par rapport à la Tunisie d'aujourd'hui, par rapport au Maroc d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit sur le rapport de l'ancien et des modernes? Je ne suis pas expert ni éditorialiste sur la situation contemporaine. J'ai beaucoup travaillé sur les années 20 et en même temps, ce n'est pas parce que j'ai écrit un roman sur les années 20 que je me crois investi d'une lucidité particulière, autre que celle du citoyen ordinaire qui a ses émotions, qui a ses réactions. Donc j'ai toujours peur de basculer dans le propos de comptoir, vous voyez. Oui. Donc je préfère ne pas m'aventurer sur le terrain de l'actualité immédiate. Il y avait, dans ces années 20, quel était finalement, comment qualifierait le pouvoir des colons à l'époque sur cette Amérique du Nord? C'était une sorte de dictature éclairée, laïque? Sur l'Afrique du Nord, c'était ambivalent. C'était ambivalent. Par exemple, il y avait des valeurs d'éducation à transmettre, mais on faisait très attention à ne pas insérer trop d'indigènes à l'intérieur du système éducatif français. Parce que pour les colons et le système colonial, ça avait un inconvénient, c'est que ça formait des révoltés et des aigris. Donc on faisait ça au compte-gouttes. Voyez. Et je me souviens que moi, dans ma classe au lycée Carnot, quand j'étais en 5e, encore à l'époque, donc vous voyez, j'étais le seul à porter un nom arabe dans ma classe. Vous voyez. Donc le filtrage était extrêmement efficace. Oui. Ce qui ressort de tout ça, ce sont les bouleversements de l'histoire. C'est qu'à un moment donné, les êtres, il y a des sortes de destins qui font qu'ils s'entrechoquent. La liberté leur est offerte à tout moment. Et puis après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils réussissent ou ils ratent. Hein, mais les choix sont ouverts en permanence. Oui. Aujourd'hui encore, même si vous n'êtes pas éditorialiste, Eddie Cadour, vous dites les choix sont ouverts, il faut aider la Tunisie. Moi, je pense qu'il faudrait éviter d'avoir, alors là, vous voyez, je verse dans le propos de comptoir, mais il faudrait éviter d'avoir ce que j'appellerais les droits de l'homme qui coûtent rien. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on développe effectivement une politique des droits de l'homme, une exigence des droits de l'homme, ça va de pair avec, de notre part, dans les pays développés, une volonté d'aide, Oui, et pas d'aide concrète, et pas d'aide au compte-gouttes ou d'aide alimentaire, mais de l'aide à l'investissement, de l'aide à la création d'activités dans ces pays-là. Parce que la plaie, effectivement, c'est le chômage. C'est ça qu'il faut. C'est un roman passionné, enflammé, grand prix donc du roman de l'Académie française, Les Prépondérants, publié chez Gallimard. Merci d'avoir été notre invité. Merci.